a beaucoup parlé cet automne de la rémunération de nos médecins. On a appris au passage qu'ils étaient de plus en plus nombreux à faire le choix de se désaffilier. Ils sont plus ou moins 800, 4 du total de nos médecins, 561 précisément généralistes. Les autres sont des spécialistes. Alors, est-ce que c'est le reflet d'un système public gangréné ou au contraire de ce qu'ils ont envie de faire plus de sous pour en discuter, pour en débattre? Parce que c'est intéressant et je soupçonne que ça dit quelque chose de notre système de santé. Je vous demande d'accueillir Valérie-Julie Brousseau, qui est chirurgienne, otorino-laryngologiste. Et puis aussi avec moi, le chirurgien Pascal-André Vanditoli. Merci d'être là tous les deux. D'abord, je vous demanderai de commenter l'actualité pas si lointaine. C'était l'automne dernier. Selon vous, je sais que vous êtes plus directement interpellé par les négociations qui ont eu lieu, mais les médecins qui ont fait un gros coup de pression après l'adoption de la loi 2, ils se battaient pour que le système soit moins malade ou pour s'assurer d'avoir de meilleurs salaires. Valérie? Je suis d'opinion que c'est pour le système d'abord et avant tout. Le nœud de la guerre, c'était vraiment d'être capable d'offrir aux Québécois, Québécoises, des services, en temps utile et de qualité, et de ne pas avoir à performer sur le volume. Parce que c'est un problème qu'on a dans le système dans plusieurs endroits, qu'on est focusé sur un volume, et non pas sur une qualité de soins. Probablement parce qu'il y a la perception qui est très ancrée dans la réalité, qu'il y a plein de patients qui n'arrivent pas à se trouver une place et qu'il faudrait qu'on soit capable de les traiter, de les voir. Mais je vous pose la question, vous pensez que c'était une affaire de rémunération ou parce que ces médecins ont à cœur de faire en sorte que le système de santé soit plus efficace? C'est certainement par envie que le système fonctionne. Les médecins, c'est des gens ambitieux, idéalistes, qui veulent soigner, ils veulent bien faire. Quand on est heureux dans son travail, par là, n'importe quel travailleur, on ne pense pas au salaire, on pense au plaisir qu'on a à travailler. Je suis semi-d'accord avec vous. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, je suis idéaliste, je suis certain que c'est vrai pour tout le monde, mais on se préoccupe aussi de nos conditions de travail. Et quand on a appris qu'ils ont, au total, quand même pas trop perdu dans l'équation, on se dit, bien, finalement, c'est une négociation, ils ont été aussi récompensés. Lorsqu'on arrive dans ces négociations-là, ça se termine par le salaire, malheureusement. On aimerait beaucoup mieux, au début des négociations, qu'on focus sur la qualité des soins. Donc, docteur, quand vous avez quitté le système, c'était pas pour aller faire plus d'argent dans le privé? Non, c'était par dépit. Par dépit parce que je l'ai essayé, le système public. J'y ai travaillé 20 ans. J'ai essayé de le changer. J'ai essayé de l'améliorer. J'ai fait des projets superbes. Mais après 20 ans, on se rend compte que les efforts qu'on met ne sont pas valorisés et on retombe toujours à la case départ. Mais pour vous, la goutte qui fait déborder le vase, qui fait qu'à un moment donné, vous dites, bien, le dépit l'emporte, c'est quoi? C'est de voir la souffrance récurrente de nos patients, l'incapacité de soigner, c'est ce qui affecte les soignants. Autrement dit, l'infirmière, le médecin, le physiothérapeute qui voit son patient qui ne peut pas lui offrir les soins adéquats, qui se sent impuissant. Vous avez vécu ça, c'est-à-dire que vous êtes... tous les jours. Vous êtes informé de ce qui devrait être fait et vous ne pouvez pas poser les gestes adéquats? Dire à un patient qui est souffrant, invalide, qui prend de la morphine, qui doit attendre 2 ans pour sa chirurgie, c'est insatisfaisant pour le patient et pour le médecin aussi. Est-ce que c'est délétère du point de vue de la santé du patient? Certainement. Et ça, c'est des choix politiques, c'est des choix qui sont faits dans le système. On pense qu'on a un système de santé universel, mais en fait, c'est une fausseté. Puis pour avoir été patiente moi-même, j'avais 29 ans, cancer du sein, diagnostic, je suis résidente à l'hôpital. Mon chirurgien me dit, Valérie, ça va prendre 6 mois avant que je puisse t'opérer, j'ai pas de temps opératoire. Moi, j'étais hyper chanceuse parce que j'étais médecin. Un de mes confrères médecins dit à un autre confrère, pourrais-tu donner du temps opératoire au chirurgien de Valérie pour qu'elle puisse se faire opérer? Mais ça me semble être soviétique, c'est-à-dire que tout le monde... C'est absolument le mot juste, Stéphane, OK? Puis c'est ça qui est l'illusion, c'est qu'on pense qu'on est un système qui est équitable pour tout le monde, mais non, il l'est pas équitable. Donc, il y a des citoyens ou des camarades qui sont plus égaux que les autres. Tout à fait. Puis tous les jours, on est obligé indirectement, comme médecin, de faire ces choix-là. J'étais au public, je te donne un exemple, je vois une maman qui a manqué tous ses jours de travail au bureau parce qu'elle a un enfant qui fait des otites. Et cette maman-là ne vit pas, ne dort pas. C'est une famille au complet qui est affectée par ça. Elle vient me voir, ça fait 6 mois qu'elle attend. Puis j'ai dit que ça va prendre 1 an avant de mettre des tubes. Bien, ce soir, avant de venir à l'émission, j'ai un courriel d'une maman qui me dit « Docteur, c'est quoi les frais? Puis combien de temps ça prend? » Puis je lui ai dit « J'ai une place demain. Je vais vous voir en consultation, puis je vais mettre des tubes. » La maman, elle pleurait au téléphone. OK. Combien ça coûte? La chirurgie et la consultation, c'est 2 000 c'est déductible d'impôts
au fédéral, provincial. Puis ce que moi je charge, ça coûte moins cher que ce que ça coûte au régime public. Fait que si tu vas à la RAMQ, à l'hôpital, faire mettre des tubes à ton enfant, ça coûte plus cher que ça. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à être plus efficace? À la base, là, si on ne sait pas combien ça vaut un soin, on ne peut pas dire si le système est efficace ou pas. Alors, si on ne sait pas combien ça vaut une visite à l'urgence, une visite chez un médecin de famille, puis on n'est pas capable de s'entendre pour qu'est-ce que ça devrait représenter dans une enveloppe budgétaire, bien, ça ne donne rien de vouloir gérer un budget quand on ne sait pas combien ça coûte. Donc, on est totalement aveugle sur nos coûts? Oui, absolument, de façon générale. Ça, c'est votre expérience? Mon expérience. Aujourd'hui, si vous demandez au ministre de la Santé ou à plusieurs gestionnaires en santé combien ça coûte une chirurgie pour une oreille pour un enfant au système de santé, combien ça coûte une hanche, combien ça coûte... Mais pas juste combien ça coûte quand tu le fais en temps utile, là. Combien ça coûte quand la personne, ça fait 6 mois qu'elle a des arrêts de travail, que là, il y a des complications à gérer parce que le patient, il va jamais vraiment bien marcher par la suite parce que ça fait trop longtemps puis qu'il y a une dégénérescence, qu'il va avoir besoin d'encore plus de physiothérapie. On fait des éclopés, c'est ce que vous dites, Valérie? Oui. Oui, j'ai aucune honte à le dire, c'est malheureux, mais les Québécois et Québécoises portent dans leur chair tous les jours les maux du système de santé qu'on n'arrive pas à régler. Et c'est notre système, autant à vous qu'à moi qui est au privé, qu'à mes confrères qui ont du cœur au ventre dans le public. J'ai une question que je vais aller chercher. Oui? Oui, bonjour. J'aurais une question, en fait. Comment vous négociez le fait que vous avez renoncé à soigner ceux qui en ont le plus besoin pour choisir de soigner ceux qui ont les moyens de se payer vos services? Rapidement, docteur. Quand on parle, par exemple, des soins que moi j'apporte maintenant au privé, je suis à peu près 3 à 4 fois plus efficace. Donc, je soigne 3 à 4 fois plus de patients dans ma pratique privée que je l'ai fait au public à cause de l'accès que j'offre à mes patients, le temps chirurgical qu'on me donne, alors que je travaillais, moi, je dis à temps partiel quand j'étais au public. Donc, vous travaillez plus dans le privé, mais parce que ça vous rapporte plus ou parce que... Parce que j'étais limité. Et c'est des gens qui sont capables de se le payer. Exact. Mais ça, c'est la deuxième portion, c'est l'iniquité. Si le gouvernement voulait soigner sa population, il payerait les soins quand les patients viennent se faire soigner par moi, peu importe si je suis au public ou au privé. À n'importe quel prix aussi? Non, il faut gérer. Bien, moi, je pense que si une hanche ou une tube ou la procédure vaut X, ça devrait être la même chose que tu es au privé ou au public. Puis le patient peut décider s'il paie la différence ou pas, ou si moi, je charge le même prix que le public ou pas. Mais dans la foulée de la question, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une forme d'hybridation, donc un système qui tolère qu'il y ait en marge des acteurs privés et qu'on soit suffisamment capable d'être transparent sur la rémunération proportionnelle aux gestes que vous posez pour qu'on compare et dise, bien, si c'est plus efficace dans le privé, on ira dans le privé? Ça, c'est le meilleur équilibre peut-être entre les deux d'une certaine manière. Mais une des choses à considérer, c'est que les coûts en santé, l'enveloppe budgétaire des soignants, médecins ou des infirmières, là, ce n'est qu'un des éléments des coûts en santé du gouvernement. Quand j'ai commencé ma carrière, il y avait 5 niveaux de gestion entre moi et le directeur général de l'hôpital. J'ai commencé à travailler dans cet hôpital-là en 2008. Quand je me suis retirée pour aller au privé en 2018, donc 10 ans plus tard, il y avait 12 niveaux de gestion entre moi et le directeur général qui se sont créés. Il y a eu plus que doubler le nombre de gestionnaires en haut de moi. Il n'y avait pas un médecin de plus, il n'y avait pas une infirmière de plus, il n'y avait pas un brancardier de plus, il n'y avait pas un concierge de plus ou un secrétaire de plus. Mais on a gigantisé la gestion. Je termine là-dessus, parce que c'est pas rassurant une miette. Vous, quand vous pensez à vous faire soigner, j'aime beaucoup le silence. Non, mais, en fait, le système public donne d'excellents soins. Lorsqu'on est à l'intérieur... Oui, tout le monde dit ça, mais on n'attend pas de souffrir du cancer pour se dire, enfin, mon argent m'est remboursé d'une manière. Moi, je crois fermement à la mixité des soins. Donc, j'aimerais ça avoir le choix, d'avoir l'alternative d'aller au public ou d'aller au privé. Une saine compétition entre les deux systèmes va faire que les deux systèmes vont s'améliorer. Parce que quand on a le monopole seul, ce qui arrive, c'est qu'on s'assied un petit peu sur nos lauriers. La clientèle est présente et on n'a pas besoin d'être performant. Le problème arrive quand vous avez quelque chose qui n'est pas dangereux à votre santé de façon imminente. C'est là qu'il y a une dynamique qui est une problématique, qui est malsaine. On va terminer là-dessus. Il y a une dynamique qui est une problématique. Je pense qu'on est d'accord que, quelles que soient les solutions qui seront proposées, à ce jour, il n'y a rien qui a parfaitement fonctionné.
Tout à fait. Puis la perfection, elle ne sera pas là. Je pense que c'est important de continuer d'essayer, mais d'essayer ensemble, comme société, comme médecins désengagés, médecins engagés, comme gouvernement qui va avoir à récupérer ça, mais qu'il faut essayer de ne pas penser qu'on est meilleur que les autres. Là. Il y a plein d'autres gens qui ont essayé des choses alentour. Chose certaine, il y a quelques acteurs qui ne seront pas là pour jouer dans le film. C'est ça. Monsieur Dubé, lui, l'automne dernier, nous a dit au revoir. Je vous dis, sur cette note pleine d'enthousiasme, restez en santé et soyez avec nous la semaine prochaine.